Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième épisode de la saga franchise. Cette saga a été pensée de façon à vous apporter des conseils pratico-pratiques et ce par des experts. Donc la thématique d'aujourd'hui c'est comment choisir son local. Donc je vais déjà aussi commencer par me présenter. Je suis Najat Jamjama, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie, je suis la référente franchise. Donc, l'épisode suivant, je vous en parle dès à présent, histoire que vous le notiez dans votre agenda. On sera sur la thématique financière, donc comment se lancer avec peu d'apports, peu de garanties. Aujourd'hui, pour la thématique comment choisir son local, nous avons choisi d'y répondre à travers 3 items pour lesquels chaque expert va venir intervenir. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir d'accueillir le premier. Bonjour, enchantée, donc Fanny Laurillard de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice. Donc aujourd'hui, en fait, on va vous parler de comment choisir son emplacement. Donc, vous le savez, c'est primordial, voilà, quand vous avez une franchise, de bien le sélectionner. Donc, on va également voir quelles sont les étapes, justement, pour faire le meilleur des choix. Donc, en quoi est-il nécessaire de bien analyser son futur emplacement ? Déjà pour 3 raisons. La première, la plus évidente, c'est donc valider son local, connaître sa zone de chalandise. Le deuxième critère, c'est confirmer ses impressions parce que c'est toujours mieux d'avoir des données factuelles pour confirmer ses impressions qui sont plus émotionnelles, si je puis dire. Et le troisième d'entre tous, alimenter son dossier de prêt bancaire parce que les banques sont très attentives justement à un montage avec une analyse. Donc, en quoi est-il nécessaire de bien analyser son futur emplacement ? Déjà, quand vous avez un projet de franchise, forcément, il y a 2 cas de figure. Soit le premier cas de figure, vous avez identifié un local et donc vous souhaitez vous assurer de votre potentiel au regard de ce projet. Soit le deuxième cas de figure, vous n'avez pas encore arrêté le choix de votre localisation et vous souhaitez identifier le secteur géographique le plus opportun. Donc, c'est généralement, il est vrai que lorsque vous avez un projet de franchise, le franchiseur lui-même a déjà des études, mais il est toujours bien de confirmer ces études avec des données qui sont locales et une connaissance du terrain localement. Donc, le premier cas de figure que nous allons voir, c'est donc si on a un local que nous avons déjà identifié. L'étape numéro 1, avant tout, c'est donc bien délimiter sa zone de chalandise. Déjà, qu'est-ce que la zone de chalandise ? La zone de chalandise, c'est la zone géographique au sein de laquelle mon activité est susceptible d'exercer un pouvoir d'attraction, de captation sur la clientèle. Donc, comment on identifie cette zone de chalandise ? Il y a plusieurs critères. Déjà, le premier d'entre tous, c'est la nature et la taille du projet. Par exemple, si je veux implanter une boulangerie, nous allons être plus sur une zone d'attraction à pied de 5 minutes, 5 minutes à pied. A contrario, si on est sur un commerce de meubles, on va plus être sur du 30 minutes et cette fois-ci en voiture. Et donc, de manière aussi générale, la taille du projet va jouer parce que plus le projet a une ampleur importante, plus aussi il y a une rareté, plus il y aura un peu avoir d'attraction et de captation sur une zone de chalandise large. Il y a aussi le temps de déplacement nécessaire pour accéder au local en question qui intervient, mais également ce que l'on appelle les barrières géographiques ou psychologiques. Je m'explique. Par exemple, pour les Niçois qui connaissent bien l'avenue Jean Médecin, vous avez l'avenue Jean Médecin, l'avenue Malocéna, pardon, qui est dans la continuité de l'avenue Jean Médecin, mais au milieu, dans la passation des 2 voies, vous avez un pont. Ce pont crée une véritable rupture géographique entre justement la continuité de cette avenue. La barrière psychologique, elle, va plus être, par exemple, la réputation d'un quartier. Un quartier prioritaire de la ville, généralement, n'a pas une très bonne notoriété, donc il y a plus des barrières psychologiques. Et le dernier point d'entre tous, c'est la localisation et le pouvoir d'attraction des équipements commerciaux aux alentours. On va prendre l'exemple d'IKEA. Justement, on a un IKEA qui s'est installé hier à Nice. Grâce à sa notoriété, nous allons avoir une captation de flux et ce IKEA va générer une locomotive et va pouvoir générer du flux
pour les commerces qui sont aux alentours. La deuxième étape maintenant est vérifier qu'il existe un potentiel de consommation dans cette zone de chalandise. Donc, le potentiel de consommation, on va étudier donc la cible potentielle, quel est le profil de ces personnes dans cette zone. Donc, est-ce que ces personnes-là sont en adéquation avec mon projet? Donc, par exemple, au niveau de l'âge, on va analyser si par exemple je veux implanter un commerce pour enfants, s'il y a plutôt des jeunes familles, ou à l'inverse, si je veux installer un commerce de matériel médical, je vais plus regarder s'il y a des personnes âgées dans cette zone-ci. Le deuxième critère, ça va être le potentiel de consommation. Quel est mon niveau de dépense? Je m'explique. La chambre de commerce, par exemple, a la possibilité d'extraire les dépenses annuelles d'un ménage sur un type de produit. Donc, comment est-ce qu'on va calculer justement ces dépenses potentielles? Par exemple, toujours dans mon commerce pour les enfants, on va considérer, par exemple, on fait l'extraction qu'un ménage va consommer 150 € par an pour l'habillement pour enfants et qu'il y a 950 ménages dans ma zone de chalandise. Donc, on va faire 950 fois 150 et donc là, on aura notre potentiel de consommation sur notre zone de chalandise, sachant que ce sont les dépenses qui sont à se partager entre les concurrents. Et le troisième critère, c'est en plus de cette clientèle qui est résidente, est-ce qu'il y a une clientèle qui est extérieure, à savoir des actifs, des salariés qui consomment dans cette zone, des touristes, et donc tout ça aussi, il est important de le comparer à des valeurs de référence qui sont généralement soit la commune, soit au niveau de la France, au niveau national. Le troisième critère maintenant, il s'agit d'évaluer la commercialité de son local. Donc, mon local déjà est-il visible, tout simplement? Est-ce qu'il se situe à proximité d'équipements qui sont susceptibles de générer du flux? Par exemple, je veux implanter une boulangerie. Si à côté, je vois qu'il y a une école, ça peut toujours me générer du flux pour le 4 heures après à la sortie des écoles. Est-ce qu'il y a des projets urbains aussi qui vont changer la morphologie de mon quartier? Par exemple, toujours sur la Côte d'Azur, à Antibes, vous allez avoir le projet Maranda-Lacan, qui est un projet nouveau urbain entre la vieille ville et le centre-ville. Donc, c'est un projet qui va vraiment changer la morphologie de la ville. Donc, on va prendre en compte justement tous ces projets d'aménagement parce que ça aura un pouvoir d'attraction supplémentaire sur le futur emplacement. Est-ce que l'environnement est agréable? Il y a du mobilier urbain, de la végétalisation, enfin tout ce qui incite à la promenade. Est-ce que le linéaire est continu ou discontinu? À savoir, est-ce qu'il y a des locaux vacants? Est-ce que justement cette balade va être agréable parce que s'il y a des locaux vacants, forcément, c'est moins attractif. Et est-ce qu'il est facile d'accès? Donc, on fait une analyse sur l'accessibilité. Par exemple, pour les transports en commun, on va regarder quelle est la fréquence des passages des transports en commun et quelle est la localisation des arrêts à côté du local visé. La quatrième étape, ça va être identifier et localiser ses concurrents. Donc déjà, qui sont les concurrents, directs ou indirects? Alors, quelle est la différence? Par exemple, toujours sur une boulangerie, je vends du pain, j'ai des autres boulangers, enfin je vends des pains à pâtisserie, enfin bon, voilà, je suis un boulanger. Vous avez donc d'autres boulangeries qui sont les concurrents directs. Vous avez également des supermarchés qui peuvent vendre également les mêmes produits que vous. Ce n'est pas un concurrent direct puisqu'ce n'est pas une boulangerie, mais c'est un concurrent quand même toutefois indirect. Vous avez également les positionnements et les niveaux de gamme et on va faire également une comparaison en fonction du chiffre d'affaires de ces concurrents dans cette zone de chalandise. Sachant que c'est toujours intéressant justement d'avoir une connaissance terrain, d'aller sur le terrain et de pas seulement se fier à des statistiques, mais vraiment de se rendre localement pour avoir aussi une connaissance beaucoup plus fine.
La cinquième étape, maintenant, au vu de tout ce qu'on a évoqué, au vu de tous les critères précédents, on va estimer ses parts de marché et son chiffre d'affaires qui est théorique. Sur la base de ces critères et donc du potentiel de consommation que nous avons identifié, on va estimer quelle part de marché mon projet va pouvoir capter et faire une estimation théorique de ce chiffre d'affaires et des parts de marché. Sachant que, comme on l'avait précisé tout à l'heure, dans ce potentiel de consommation, on a aussi bien donc les résidents, mais on intègre également toutes les attractions extérieures, à savoir donc les touristes ou les salariés ou autres. Donc, deuxième cas de figure, cette fois-ci, je n'ai pas mon local et j'aimerais identifier la zone qui est la plus propice pour moi. Donc, on va partir si vous voulez faire votre étude, il faut partir justement sur ces mêmes critères qu'on a évoqués précédemment et donc faire forcément une comparaison entre différents secteurs. Donc, voilà ce qu'il en est pour, si vous avez un projet d'implantation de franchise. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Valérie Bondecki. Bonjour, Valérie Bondecki. Je suis également conseillère commerce à la CC Côte d'Azur. Pour ma part, je vais vous présenter aujourd'hui les aides dont vous pouvez bénéficier selon votre secteur géographique d'implantation. En effet, afin de soutenir le développement économique et les porteurs de projets dans certains quartiers, vous pouvez avoir accès à des aides fiscales, à des aides à l'embauche, ainsi qu'à des aides au financement. Donc, il y a des quartiers prioritaires qui ont été définis dans les Alpes-Maritimes. Ils sont 16 dans notre département. Voilà. Nous en avons sur Nice Centre, Nice Nord, Vence, Valoris, Grasse, Le Canet, également à Drape, à la Condamine, à Carros, c'est le centre-ville de Carros, et à Saint-André de la Roche, et également sur Saint-Laurent-du-Var, sur le quartier Les Moulins, Point du Jour. Vous voyez en bas de la présentation un lien vers le système d'information géographique de l'État qui vous permettra vraiment d'identifier précisément les rues qui sont concernées par ces aides potentielles, sachant que si le périmètre s'arrête sur une rue, si vous êtes sur le trottoir d'en face, vous pourrez tout de même en bénéficier. Donc, quelles sont ces aides? Sur ces secteurs quartiers prioritaires politiques de la ville, ce sont des aides fiscales. Donc, vous pouvez bénéficier de l'exonération de CFE, c'est-à-dire la contribution foncière des entreprises, ainsi que de taxes foncières sur les propriétés bâties. Concernant la CFE, vous pouvez avoir une exonération pendant 8 ans. L'exonération est totale les 5 premières années et ensuite l'abattement est dégressif. De la même façon, vous avez le lien pour avoir les détails car bien sûr, ces aides sont plafonnées en fonction du chiffre d'affaires. Pour être éligible, c'est quand même assez large. Il faut qu'il s'agisse d'une entreprise qui est inscrite au registre du commerce et des sociétés, qui a moins de 50 salariés. Donc, si vous avez un projet d'implantation de franchise, vous ne démarrerez probablement pas avec 50 salariés. Et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros. Et concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, vous avez une exonération pendant 5 ans aux immeubles, c'est-à-dire à votre local qui est situé dans ces périmètres quartiers prioritaires politiques de la ville. Ensuite, je voulais quand même aborder avec vous certaines zones que l'on appelle les zones d'aide à finalité régionale, qui sont des aides soutenues par l'Europe. Ce sont des territoires que l'Europe décide de soutenir parce qu'elles sont en retard sur leur développement économique et social.
Donc, vous voyez la carte avec ces zones. Je ne vais pas m'étendre parce que c'est un dispositif qui est intéressant parce qu'il permet d'être exonéré totalement d'impôts sur les bénéfices, que vous déclariez vos impôts à l'impôt sur les sociétés comme à l'impôt sur les revenus pendant 2 ans, puis avec une exonération dégressive. Mais ce dispositif s'arrête à la fin 2020. La Commission européenne a demandé une prolongation jusqu'en 2022, mais actuellement, nous n'avons pas d'informations de nos services de l'État pour savoir si cette prorogation sera effective. Donc, on reviendra vers vous si on a des informations à ce sujet. Donc, comme je vous le disais, exonération sur les bénéfices et de la même façon, toujours exonération de CFE et de contribution sur la valeur ajoutée. Ensuite, lorsque vous décidez de vous implanter et si vous avez besoin de recruter des collaborateurs, sachez que vous pouvez bénéficier de la prime emploi franc. Donc là, cette aide n'est pas conditionnée par le lieu d'implantation de l'entreprise, mais par le lieu de résidence du salarié que vous souhaitez embaucher. C'est-à-dire que vous aurez des aides si vous embauchez un demandeur d'emploi ou un jeune suivi par une mission locale qui est résident en QPV, c'est-à-dire quartier politique de la ville. Bien sûr, il faut être à jour de ses obligations sociales et fiscales et ne pas avoir effectué de licenciement économique dans les 6 mois précédents pour pouvoir bénéficier de ces aides. Ce sont des aides qui sont quand même intéressantes parce qu'elles vous permettent de bénéficier de 5 000 € d'aide par an pendant 3 ans si vous embauchez quelqu'un en CDI. Et dans une moindre mesure, si vous embauchez quelqu'un en CDD, l'aide est de 2 500 € par an. Au-delà des aides financières, ce qui est intéressant, c'est que vous contactez Pôle emploi. D'une part, vous pouvez vous renseigner sur le site web ou en les appelant directement au numéro qui est dans la présentation. Et Pôle emploi va vraiment vous aider dans votre processus de recrutement, c'est-à-dire dans la sélection du candidat. Mais également, ils vont vous proposer une période d'essai qui peut aller jusqu'à 6 mois pour vérifier la bonne adéquation entre le poste, le salarié et vous en tant qu'employeur, voir si tout se passe bien avant de signer, de vous engager pendant 3 ans sur un emploi franc. Sachez également, si vous êtes porteur de projet, c'est-à-dire si vous avez envie de créer une franchise, vous n'envisagez pas d'être salarié, mais que vous êtes résident dans un de ces périmètres que l'on a vu précédemment, vous pouvez, en tant que porteur de projet, bénéficier d'aides. Donc, il y a 3 types d'aides. France Active Quartier, qui vous permet de vous faciliter l'obtention d'un crédit bancaire si vous avez un projet de création, d'installation en franchise. Vous pouvez également bénéficier de microcrédits et de prêts d'honneur de l'ADI, si vous n'avez pas accès au crédit bancaire. Et si vous êtes un jeune porteur de projet, vous pouvez également avoir une formation gratuite pour vous accompagner et bien définir votre projet de création d'entreprise. Ensuite, vous avez des aides au financement. Alors là, c'est spécifique pour les porteurs de projets qui souhaitent implanter leur projet de franchise, toujours sur ces quartiers politiques de la ville. Donc, c'est-à-dire les quartiers que l'on a vus tout à l'heure, QPV, également les zones franches urbaines. Nous en avons une à Nice sur le quartier de l'Ariane, mais les aides s'arrêtent également en décembre 2020 et également en ZUS. Nous n'en avons pas sur le 06. Donc, c'est un fonds qui est un fonds européen qui est géré par BPI France pour les créateurs d'entreprises en franchise, avec un soutien financier qui varie entre 40 000 et 500 000 € en fonction de l'importance du projet. La démarche est simple, il faut contacter directement Monte ta franchise,
qui va étudier votre dossier et vous orienter dans le montage de votre projet. Donc, vous appelez Monte ta franchise, ils vont étudier votre projet, voir avec vous les différents types de financement que vous pouvez avoir par votre banque, par BPI France, et émettre une lettre d'intention. Donc, dans cette lettre d'intention, ils vont vraiment décrire votre projet et votre plan de financement, et c'est avec cette lettre d'intention que vous irez vous présenter à votre banque pour obtenir les crédits bancaires complémentaires et ensuite signer votre contrat de prêt. En général, si vous êtes éligible au crédit BPI France de Monte ta franchise, c'est vraiment aussi une aide pour obtenir des crédits bancaires. Voilà, je vais maintenant passer la parole à notre avocat expert qui va vous parler du bail commercial en franchise. Merci Valérie. Je me présente, maître Pierre Varenne, avocat. Je suis avocat de l'Association des avocats en droit des affaires, membre de la CELARL Caponier-Lanfranchi, avocat au barreau. Donc je vais aujourd'hui vous parler du bail commercial et en franchise et des interactions entre le bail commercial et la franchise. Alors vous avez vu avec Valérie et Fanny à la fois la problématique de l'implantation, la problématique des aides que vous pouvez éventuellement obtenir, et vous avez fait déjà une grosse part de votre recherche, et vous allez peut-être être au point de pouvoir signer un bail à la fois commercial et votre contrat de franchise. Et là, il ne faut pas vous dire que tout est gagné, tout est terminé, c'est juste une formalité. Au contraire, vous arrivez dans la phase que je considère, moi, comme critique, et surtout concernant le bail commercial, puisque vous allez vous apercevoir que ce n'est pas un contrat anodin et qu'il faut faire vraiment très attention quand on le signe. Alors, un petit rappel quand même, puisque concernant le statut des baux commerciaux, qu'est-ce qu'un bail commercial? Alors, un bail commercial, c'est un bail qui est rédigé au profit des commerçants, défini par l'article L145.1 du Code de commerce, avec notamment une durée minimum de 9 années. Et pendant 9 années, vous avez ce qu'on appelle la propriété commerciale, c'est-à-dire que vous bénéficiez pendant ces 9 années d'une sécurité juridique concernant à la fois le montant de votre loyer et en sortie la possibilité d'obtenir, si votre bailleur, si votre propriétaire refuse de vous renouveler votre bail, une indemnité d'éviction, c'est-à-dire on doit vous dédommager. Alors, bail commercial, bail précaire, par exemple, vous ne pouvez pas signer un bail précaire, parce qu'un bail précaire, c'est un bail de moins de 3 ans, pour un local, par exemple, mais vous n'aurez pas de propriété commerciale, donc au bout de 3 ans, vous perdez cette propriété commerciale et vous perdez à ce moment-là toute possibilité de continuer à exploiter ou pour avoir notamment le droit au renouvellement ou l'indemnité. Donc, toujours faire très attention quand on va rédiger, quand on va signer un bail, bien le lire, bien s'entourer. Et puis, l'environnement juridique est important. Qu'est-ce que l'environnement juridique? C'est que grâce aux aides, que ça soit de l'un ou de l'autre, vous avez pu définir l'endroit, mais quand vous allez signer votre bail, il faudra faire attention, avec notamment savoir si vous pouvez exploiter ou pas dans votre activité, concernant notamment si c'est un local dans un centre commercial ou si c'est un local dans un immeuble, est-ce que vous pouvez faire tel type d'activité ou tel autre. Alors, autre élément très important, je vous ai expliqué ce qu'est le bail commercial et maintenant j'aimerais vous faire un peu la distinction entre le bail commercial et l'exploitation du fonds de commerce. Parce que pour bénéficier d'un bail commercial, il faut exploiter un fonds de commerce. Alors qu'est-ce qu'un fonds de commerce? Parce que souvent, moi j'entends la confusion, j'ai signé un bail, j'ai un fonds de commerce, ou j'achète un droit au bail, ou j'achète un fonds de commerce, on ne sait pas trop ce que c'est.
Alors, le fonds de commerce, la notion de fonds de commerce était définie par les articles L141.5 et L142.2 du Code de commerce. C'est un ensemble d'éléments corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle. Alors, ça peut paraître barbare la définition, mais c'est très simple. Les éléments corporels, ben ça, tout le monde comprend. C'est le mobilier, le matériel, l'outillage, l'agencement, l'installation de votre local pour votre restaurant, la cuisine, pour votre vente de meubles, par exemple, tout l'aménagement. Et les éléments incorporels, c'est ce qui n'est pas tangible. Qu'est-ce que les éléments incorporels? Ben, c'est la clientèle, c'est-à-dire les gens qui vont venir chez vous, l'achalandage, ce que vous allez pouvoir donner en service ou à la vente, le droit au bail, c'est-à-dire le droit au bail, c'est-à-dire votre bail commercial, c'est un élément incorporel qui fait partie, l'enseigne, le nom commercial, les marques de fabrique, les brevets, etc., et les autorisations, tout ce qui vous autorise, tout ce qui vous permet d'exploiter. Autorisation administrative, vous savez que si vous prenez un restaurant, vous allez acheter un restaurant ou faire une franchise pour un restaurant, vous n'avez pas droit à l'espace public, à la terrasse. Il faudra bénéficier d'une autorisation spécifique. Ça ne sera pas dans le contrat. Donc, il faudra le demander. Si vous avez un bar, il vous faut une licence. Cette licence est attachée, licence 4, elle est attachée et il faut évidemment pouvoir la posséder et elle sera vendue. Donc, ce sont des éléments avec votre exploitation. Donc, tout ça, ce sont des éléments à vérifier. Alors, parmi les éléments, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'était qu'un fonds de commerce, et parmi les éléments, il y a un élément très important, c'est la clientèle. Alors, sans clientèle, pas de fonds de commerce, ça semble évident. Elle peut être définie comme l'ensemble des personnes disposées à entretenir une relation contractuelle avec un commerçant. En clair, les gens qui sont disposés à venir chez vous et à pouvoir notamment acheter ou intervenir. Alors, la notion de clientèle est importante. Pourquoi? Parce que bail commercial et franchise, il y a eu pendant longtemps des problèmes d'ordre juridique pour une question très simple. Vous aviez des propriétaires qui vous avaient loué un local à un franchisé et qui, au bout des 9 ans, parce que le local, ils pensaient pouvoir le relouer plus cher ou voulaient le récupérer, se sont dit, eh bien, au bout de 9 ans, je ne vais pas renouveler mon bail et je vais mettre les gens dehors, mais je ne vais pas leur payer l'indemnité d'éviction. Je vous ai expliqué ce que c'était tout à l'heure, c'est-à-dire on doit vous dédommager de la perte de votre fonds. Et ils disaient, bah, écoutez, mais vous n'avez pas de fonds de commerce, puisque je vous ai expliqué que tout à l'heure, le fonds de commerce, c'était divers éléments, dont la clientèle, mais la clientèle, elle ne vous appartient pas. La clientèle, elle appartient tout simplement aux franchisés. C'est-à-dire, vous exploitez une enseigne à Flelou, mais à Flelou, c'est lui qui a la clientèle, mais il n'y a pas de clientèle. Alors, il y a eu une évolution jurisprudentielle, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'évolution jurisprudentielle? C'est-à-dire que vous avez des textes et les tribunaux, les textes, par exemple la loi d'Oubin qui définit notamment qu'est-ce que le contrat de franchise. Après, pour le bail commercial, c'était le décret de 53, maintenant c'est régi par le code de commerce. Mais il y avait ce qu'on appelle des vides jurisprudentiels, c'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement comment ça marchait et des tribunaux ont rendu des décisions. Alors, dans un premier temps, vous avez des décisions qui ont été un peu contradictoires. Par exemple, vous avez des arrêts Avis ou Descamps ou Jean-Louis David en 92 ou en 2000, où on a commencé à dire une fois, ah ben non, ben, vous n'avez pas de clientèle propre, après vous avez une clientèle propre, et puis finalement, c'est un problème qui a été réglé. Cassation, la Cour de cassation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la juridiction la plus haute en France, le 27 mars 2002, arrêt Trévistan contre Époux-Baquet, qui vous a dit non, 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 si vous êtes franchisé, vous avez bien une clientèle. Et c'est intéressant, je vais vous lire, vous verrez, c'est pas bavard du tout, mais c'est assez simple à comprendre. La notoriété de la marque, concernant la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle. Alors, l'arrêt vous dit, si il est exact que la notoriété de la marque vient du franchiseur.
à Flelou, on sait que c'est le franchiseur qui fait la publicité. Il n'en demeure pas moins que la clientèle locale n'existe que par les moyens mis en œuvre par le franchisé pour développer sa clientèle. Ce n'est pas parce que vous avez une clientèle à Flelou, les gens viennent parce que, évidemment, ils connaissent la marque, mais c'est parce qu'après, vous les recevez, vous êtes sympathique, vous avez une bonne relation client, vous fidélisez les gens qui reviennent, et là, donc, la clientèle vous appartient, même si vous n'êtes pas propriétaire de la marque de la franchise, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'était un élément important pour vous expliquer que, notamment, vous êtes en tant que franchisé, vous bénéficiez du bail commercial et notamment la propriété commerciale. Nous allons voir par la suite les autres éléments. C'est-à-dire que là aussi, le bail commercial et le contrat de franchise, est-ce que ce sont deux contrats indépendants ou non? Alors, c'est-à-dire la problématique qui s'est posée, puisque vous avez un article du Code de commerce L341.1 du Code du commerce qui vous dit, je ne vais pas vous le lire, il est fastidieux, mais qui vous dit en fait, dans certains cas de figure, quand vous résiliez un contrat, tous les autres sont résiliés. Donc, vous avez deux cas de figure. Par exemple, vous avez votre contrat de bail commercial pendant 9 ans, et puis au bout de 5-6 ans, le franchisé vous résilie le contrat. Vous verrez que par la suite, quand on s'intéressera, vous intéresserez au contrat de franchise, vous verrez qu'il y a parfois des clauses qui font qu'on peut vous résilier le contrat si vous ne respectez pas vos engagements, etc. Ou vous voulez une possibilité de résilier le contrat, si c'est possible ou pas. Et dans ces cas-là, on va se dire, attendez, si mon contrat de franchise est résilié, à ce moment-là, mon bail commercial tombe. Alors, le texte de loi que je vous ai dit, dont je vous ai parlé auparavant, L341.1, fait bien exception à L145.4 du Code de commerce, c'est-à-dire les articles qui régissent la matière de baux commerciaux, qui vous dit non, ça ne s'applique pas. Bon. Donc, c'est-à-dire que si votre bail commercial, si votre contrat de franchise est résilié, votre bail commercial, lui, n'est pas résilié. Ouf, on peut être soulagé, on respire. C'est important, pourquoi? Parce que votre franchise se termine, mais vous bénéficiez encore du bail commercial, et à ce moment-là, vous pourrez céder votre bail ou reprendre une activité si elle est agréée par votre propriétaire, et moins vous pourrez sauvegarder une partie de votre activité. A contrario, si votre bail commercial est résilié, imaginons que vous ne respectez pas votre bail commercial, vous avez un problème, vous ne pouvez plus votre loyer, il est résilié, vous pourrez toujours bénéficier du contrat de franchise, en théorie, et pouvoir vous réinstaller ailleurs. Alors, là, on en arrive au piège, qui notamment ce qu'on appelle les pièges bon, Valérie, je vous remercie, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire la signature du bail commercial et l'environnement et la signature du contrat de franchise. Alors, attention, 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 là, c'est une zone minée, danger, et là, vous devez vous entourer, vous êtes entouré de spécialistes quand vous avez fait le choix, la chasse aux subventions, ou voir ce que vous pouviez avoir, l'emplacement, etc. Là, il faut vraiment être entouré de professionnels du droit, parce que ce sont des contrats, ce qu'on appelle des contrats d'adhésion. Vous savez, qu'un contrat, c'est quoi? Un contrat, c'est un échange de consentement. Nous contractons ensemble, on fait quelque chose. Le contrat, d'ailleurs, le texte vous dit, le contrat, c'est la loi des parties. Mais parfois, vous avez des contrats d'adhésion. Qu'est-ce qu'un contrat d'adhésion? C'est un contrat pour lequel vous ne pouvez pas trop négocier. Quand vous allez louer une voiture chez Hertz, c'est un contrat d'adhésion. Vous signez la franchise, vous ne pouvez pas négocier la franchise, vous ne pouvez pas négocier quoi que ce soit, c'est que vous louez la voiture et c'est tout, vous signez, vous ne lisez rien et c'est bon. Là, le contrat de franchise, c'est souvent un contrat d'adhésion, vous ne pouvez pas modifier les termes, mais bon, il faut quand même bien le lire et faire bien attention. Et pour votre bail commercial, c'est souvent aussi considéré un peu comme un contrat parfois d'adhésion parce qu'on vous envoie un imprimé tout fait ou un contrat tout fait, mais là aussi, vous pouvez négocier. Et il y a des interactions entre les deux contrats. Il faut bien vérifier ce que dit un contrat par rapport à l'autre. Alors, pour le contrat de bail commercial, a priori, il n'y a pas trop de problème.
Mais par contre, avec le contrat de franchise, il peut y avoir des clauses qui sont embêtantes, donc et qui peuvent être allées à l'encontre de votre bail commercial. Donc là, c'est très important puisque notamment vous devez vérifier plusieurs choses. D'abord, quand vous signez votre bail commercial, c'est l'environnement juridique. Si vous êtes dans un centre commercial, par exemple, et que vous venez de négocier, que vous êtes arrivé au bout de toutes les négociations, vous avez trouvé l'emplacement, vous avez eu toutes les aides possibles et imaginables, et là vous dites, je vais signer avec telle franchise, et peut-être que dans le centre commercial, il est indiqué qu'il ne peut plus y avoir pas plus que de 2 ou 3 restaurants, ou un seul opticien, ou un seul vendeur de meubles, et là, vous ne pourrez pas signer votre contrat. Pareil, vous avez un restaurant, vous prenez une franchise pour un restaurant Hippopotamus, et vous avez trouvé le local, c'est fantastique, et là, vous vous apercevez, au moment de signer, si vous n'avez pas bien regardé, peut-être que dans l'immeuble, vous n'avez pas le droit de faire un restaurant. Et là, vous vous retrouvez très embêté, vous ne pourrez pas. Donc, c'est toujours très important de bien vérifier, de bien faire une bonne analyse, de bien être entouré pour ne pas vous retrouver dans une problématique qui consiste à se retrouver coincé ou alors à découvrir après coup, une fois que tout est signé, que ça ne peut pas marcher ou qu'il y a des clauses qui m'embêtent, etc. Voilà, très embêtant. Donc, je vais en arriver à la conclusion. Et la conclusion, elle est toute simple. Le contrat de franchise, loi Doubin, il y a un mécanisme qui se fait, c'est très protégé. Vous devez avoir notamment ce qu'on appelle dans la mise en relation. Vous avez un article de la loi qui vous donne toute une checklist de choses que pour le contrat de franchise, on doit vous donner à vérifier, etc. Après, vous avez vérifié, vous avez fait votre business plan, etc. Tout ça. Une fois que tout ça est fait, vous êtes entouré, vous dites, bon, le contrat de franchise, j'ai bien compris, cette clause, vous savez, c'est comme les contrats d'assurance, on ne comprend jamais rien, c'est écrit en tout petit, c'est des termes juridiques barbares. Bon. Et là, vous dites, bon, le bail commercial, allez, c'est bon, j'ai trouvé l'emplacement, je le prends, je le signe, il n'y a aucun problème, je connais le montant du loyer, je connais le montant de mon dépôt de garantie. Non, il ne faut pas considérer le bail commercial comme accessoire au contrat de franchise, il faut donc bien vérifier à la fois votre contrat de franchise et le contrat de bail commercial pour voir qu'idéalement, il n'y ait pas d'interaction négative entre les deux. Quand vous signez votre bail commercial, l'idéal est évidemment d'avoir ce qu'on appelle un bail tout commerce, mais c'est là une chose qui est très rare à avoir, puisque les propriétaires ne sont pas très conscients. Bail tout commerce, c'est-à-dire que demain, vous pouvez cesser votre activité de restauration et monter un opticien ou arrêter votre magasin de meubles pour faire un magasin de journaux. Ça, des fois, c'est difficile à avoir, mais enfin, au moins vous devrez vérifier que vous avez la possibilité d'exploiter ce que vous voulez, de bien définir l'exploitation dans votre bail commercial. Bonjour, je reprends la parole parce que je pense qu'il y a eu un petit bug. Donc voilà, je ne sais pas où on en était. Vous avez terminé? Donc, mon expert me dit que c'était terminé, donc je vais clôturer avec vous. Donc, on est arrivé au bout de cet épisode. On a été ravis, je pense, de répondre à l'ensemble des thématiques qui peuvent y être raccrochées. Je vous donne rendez-vous comme prévu la semaine prochaine pour la partie un peu plus finance, sur la partie comment se lancer avec peu d'apport, peu de garantie. Donc on aura Olivier Morin, expert comptable chez une extension Méditerranée, pour nous faire un focus comptable. Adrien Rouget, donc, qui est directeur adjoint de Monta Franchise, puisque Valérie Bandecki vous en a parlé, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à en dire. Et nous allons avoir Philippe Labbé aussi qui va nous qui va donner des informations sur le contrat, de façon à ce que vous puissiez voir qu'en fonction du format de commerce associé, vous pouvez bénéficier d'avantages plus intéressants. Je tiens à remercier les experts d'aujourd'hui,
Donc Fanny Laurillard qui était sur la partie urbanisation et études d'urbanisme et d'implantation. Valérie Bandecki qui est chargée d'attractivité qui nous a fait tout un focus sur les politiques de la ville. Et je remercie chaleureusement Maître Pierre Varenne qui vient toujours nous éclairer de la façon la plus simple sur des thématiques comme le droit, donc qui est quand même un langage des fois difficile à comprendre. En tout cas, on a été ravis d'être là ce matin et vraiment, je vous dis à la semaine prochaine. Un grand merci à tous. Au revoir.